Alors, comment réagit-on au Québec à l'annonce de cette nouvelle aujourd'hui? Nous posons la question, et plusieurs autres d'ailleurs, à l'analyste Louis Lacroix. Bonsoir, Louis. Bonsoir. Alors, est-ce que ça a été bien reçu à Québec, cette annonce-là, aujourd'hui, de la part de M. Legault, de la part de M. Roberge, par exemple? Ça a été reçu assez froidement, en ce sens que, bon, on trouve que c'est un départ, mais c'est peut-être pas suffisant, là, en regard de ce que demande le Québec, notamment avec les demandeurs d'asile. Ça, c'est la question la plus importante pour Québec. Mm-hmm. Mais ce qu'on a dit, entre autres, c'est que de réduire, par exemple, les demandeurs, les immigrants, en fait, réguliers chez nous, ben on le contrôle déjà, nous, au Québec. Alors, donc, ça change pas grand-chose pour le Québec que cette décision-là du gouvernement du gouvernement Trudeau, pardon. Mais surtout, ce que ça vient faire, c'est de réduire un peu le poids relatif du Québec au sein du Canada, des autres provinces. Alors ça, c'est un peu la grande question. Mais surtout, Jean-François Roberge, le ministre de l'Immigration, a dit, c'est bien beau, on a travaillé sur certains aspects de l'immigration qui touchent le Québec, mais il n'y a rien dans ce qui a été proposé sur les demandeurs d'asile. Et ça, on sait que c'est la question la plus importante pour le gouvernement Legault, parce qu'on ne sait plus quoi faire avec les 160 000 demandeurs d'asile qui sont sur le territoire québécois, au point où François Legault avait demandé, là, il y a 2 semaines, à ce qu'on prenne la moitié de ces gens-là pour les transférer vers d'autres provinces, qui évidemment a été mis de côté là par M. Miller. Ça avait été bien mal reçu aussi, cette déclaration-là, il faut dire. Il y a plusieurs éléments dans ce que vous venez de nous dire, dans cette question assez complexe-là. Qu'est-ce qui, pour M. Legault ou M. Roberge, qu'est-ce qui aurait été acceptable ou un peu plus acceptable? Ouais. Ben, je pense que ce qu'on veut ici du côté de Québec là, c'est vraiment la question des demandeurs d'asile. Et encore une fois, j'ai posé la question à savoir si cette déclaration à laquelle on faisait référence tout à l'heure de M. Legault, si c'était toujours dans les demandes de Québec vis-à-vis Ottawa. M. Roberge a refusé de répondre aujourd'hui, mais on sent que c'est vraiment les demandeurs d'asile qui sont au cœur justement des demandes du gouvernement de François Legault et du ministre Roberge, le ministre de l'Immigration, parce que c'est ça qui fait mal au Québec selon eux, parce que ça vient bien sûr mettre un poids sur les services qui sont donnés par le gouvernement du Québec, notamment en santé, mais en éducation aussi, et surtout, et c'est la question actuelle, sur les cours de francisation qui sont donnés au Québec. On a doublé les budgets en francisation qui sont passés de 54 millions à 104 millions au cours de la dernière année. Et malgré ça, il y a encore des gens au Québec là des immigrants qui viennent chez nous et qui n'ont pas accès à des cours de francisation parce que, selon Jean-François Roberge, les places sont occupées par des demandeurs d'asile que le Québec n'a pas choisi finalement. Mm-hmm. Mais pourtant, ce que dit M. Trudeau, c'est qu'il demande un plan à M. Legault depuis des mois et que ça n'arrive pas, ce plan-là. Comment on explique ça, ce délai? Bon, Jean-François Roberge, le ministre de l'Immigration, dit que d'abord, il y a eu des annonces qui ont été faites au mois d'août pour réduire le nombre de travailleurs temporaires. Lui dit qu'il répond donc à une partie des demandes d'Ottawa là-dessus. Et il y a un projet de loi qui a également été présenté il y a quelques semaines pour abaisser le nombre d'étudiants étrangers en territoire québécois. Et M. Roberge dit ça, c'est l'autre partie. Mais là, on nous demande de présenter un plan qui va arriver en 2025. Mais pour l'instant, dit-il, il y a ces deux mesures-là qui sont une réponse, si on veut, à ce que demande Justin Trudeau à chaque fois qu'il dit que le gouvernement québécois doit aussi faire sa part. Alors, M. Roberge dit, on fait déjà notre part en ce sens, mais là, maintenant, la balle est dans le camp du fédéral sur la fameuse question, j'y reviens encore une fois, des demandeurs d'asile, parce que c'est vraiment la question au Québec là, qui fait litige. Bon. Parlons, si vous voulez bien, d'une autre affaire, et celle-là fait couler beaucoup d'encre en ce moment au Québec, c'est celle de l'école Bedford à Montréal. Il y a un groupe, on le sait, d'une dizaine d'enseignants qui a fait régner un climat de terreur dans l'école pendant des années. Ils ont été suspendus, d'ailleurs, récemment. On commence à se demander, et c'est une question qu'on a vue, ça, un peu dans la presse, là, s'il ne doit pas y avoir un ordre des enseignants au Québec. Est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que c'est possible? Ben, c'est une question qui revient souvent, l'ordre des enseignants. En fait, le problème de l'école Bedford est peut-être pas tant de ce côté-là. Ce qu'on note, c'est que tous les mécanismes pour éviter que cette situation-là se présente
existe, mais est-ce qu'il y a suffisamment de contrôle au niveau gouvernemental pour que les mécanismes, justement, préviennent ces questions-là? Alors, bien sûr, on a une loi sur la laïcité. Est-ce que les règlements du gouvernement sont suffisants pour s'assurer que cette loi-là soit respectée? Il y a les comités, cette semaine, là, M. Drainville, le ministre de l'Éducation, avait mis en place 11 comités, un par enseignant qui sont visés par justement ces enquêtes-là. Mm-hmm. Et les comités en sont venus à la conclusion que la loi sur la laïcité avait été bafouée dans son état actuel. Or, est-ce que les mécanismes pour s'assurer que la loi soit respectée existent? Ça, c'est une des questions qui a été posée par l'opposition cette semaine en disant on a déjà des mécanismes, c'est bien beau de vouloir renforcer la loi sur la laïcité en regard de ce qui s'est passé à l'école Bedford, mais est-ce qu'on est capable au moins de s'assurer que les règles actuelles préviennent des situations comme celle-là? Il y a également la question de toute l'accréditation syndicale de ces enseignants-là. Est-ce que le syndicat a bien joué son rôle? Parce qu'il y avait eu des plaintes qui avaient été logées, mais quand même, ces événements-là se sont poursuivis sur une période de 7 ans. Mm-hmm. C'est long, là. Et donc, est-ce que la grande question, c'est de savoir est-ce que les mécanismes en place sont suffisants? Et ça, c'est le travail que va devoir faire le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, et Jean-François Roberge, ministre de l'Immigration également, et de la laïcité, là, pour s'assurer, pour voir en fait si les mécanismes actuels sont suffisants. Il faut mentionner également, dans ce cas-ci, que vous avez dit tout à l'heure que les 11 enseignants étaient suspendus. C'est vrai, mais on a même suspendu leur brevet d'enseignants. Donc, ils ne peuvent plus enseigner jusqu'à preuve du contraire, ces 11 personnes-là qui sont d'origine maghrébine et qui auraient fait régner une espèce de... On a parlé, là, M. Legault a dit cette semaine qu'ils avaient essayé d'instaurer des règles de l'islamisme au sein de l'école Bedford. Il y a 3 autres écoles, de ce qu'on peut comprendre, là, qui sont également sous enquête au Québec. C'est une question qui est très importante pour le gouvernement de François Legault, mais pour l'ensemble, en fait, des partis politiques cette semaine-là, où on a dit, là, il est question de la sécurité des enfants dans les écoles, et ça, c'est une question prioritaire à laquelle, justement, on doit essayer de trouver des solutions. Il y avait même une question de proximité avec des mosquées autour de l'école et beaucoup d'échanges entre les mosquées et l'école. On en a peu parlé, mais il y a aussi tout le concept et toute la loi, en fait, sur l'instruction publique qui semble avoir été mise en péril, parce que ce qu'on dit, c'est que ces enfants-là n'ont pas reçu l'éducation à laquelle ils avaient droit pendant des années, vous l'avez dit. Est-ce qu'on devrait aussi resserrer cette loi-là? En fait, c'est tout ce qui est en train d'être observé ou d'être analysé par le gouvernement du Québec en ce moment, là, par M. Drainville, mais aussi par M. Roberge. Est-ce qu'on doit resserrer ça? Est-ce qu'on met... On sait que la loi en tant que telle existe, mais au plan réglementaire, est-ce que le gouvernement a les moyens, justement, de ses ambitions, d'appliquer, si on veut, les règles qui sont déjà prévues dans la loi? C'est là-dessus là, qu'on va devoir qui doit les faire appliquer? Se pencher. Et qui doit les faire appliquer? Exactement, et qui doit... Tout à fait, parce que M. Drainville a dit une chose très importante. Il a même dit cette semaine, quand on regarde la loi sur l'éducation, l'intégrité physique et morale des enfants a même été remise en question à certains endroits. Alors, c'est quand même là des faits qui sont très inquiétants. Surtout, bien sûr, Marois Risky le mentionnait hier en Chambre, il est question de la sécurité des enfants et pour ça, il faut absolument s'assurer que tout le monde travaille main dans la main pour essayer de faire avancer cette loi. C'est tellement vrai qu'on a même vu le Parti libéral se mettre d'accord avec le Parti québécois sur la question du financement des écoles religieuses au Québec. Alors, c'est quand même... on voit là que ça transcende bien souvent les enjeux partisans dans bien des cas. Parce que c'est des ennemis, bien sûr, depuis des années, le Parti québécois et le Parti libéral, mais sur certaines questions, on transcende la partisanerie. Oui, et c'est pas quelque chose qui arrive tous les jours. Voilà. Merci beaucoup, Louis, d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Avec plaisir.